Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux principes de fonctionnement et aux propriétés du laser. Alors pour commencer, on va s'intéresser au nom, donc laser, qui veut dire Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, c'est-à-dire amplification de lumière par émission stimulée de radiation. Alors on l'a vu dans une vidéo précédente, l'émission stimulée, elle a été découverte par Einstein en 1917. Alors il aura fallu attendre près de 40 ans pour obtenir le premier laser. Alors la question qu'on va se poser, pourquoi est-ce que l'émission stimulée, elle seule, n'a pas suffi à créer des lasers? Alors on va s'intéresser à la matière. Et sur ce schéma, donc on a représenté les niveaux d'énergie des particules. Donc par exemple sur le niveau E2, on retrouvera le nombre de particules dans un état excité. Sur le niveau E1, le nombre de particules dans un état non excité. On voit que dans l'état naturel de la matière, il y a toujours plus de particules dans un état non excité, dans l'état fondamental, que dans un état excité. Donc évidemment, il y a une plus grande probabilité pour que le photon de bonne énergie entre E2 et E1 puisse être absorbé pour faire monter la particule non excitée, non excitée vers un état excité, plutôt que de créer de l'émission stimulée à partir d'une particule qui serait dans un état excité sur E2 et de la faire redescendre en E1. Sans compter évidemment que les particules qui sont dans un état excité vont aussi être soumises à l'émission spontanée qui va aussi faire redescendre E2 sur E1. Et cette émission spontanée, on rappelle qu'elle ne participera pas à l'effet laser puisqu'elle est dans une direction quelconque et qu'elle se fait dans le temps de façon aléatoire. Alors comment faire? Eh bien, pour produire de la lumière laser, il va falloir trouver un moyen de renverser la tendance, c'est-à-dire obtenir un milieu contenant plus de particules excitées que de particules non excitées, comme on peut le voir sur ce diagramme-là. C'est ce qu'on cherche à obtenir. Alors pour ça, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une inversion de population. Inversion puisqu'on a inversé le nombre de particules, en gros, entre le niveau E1 et le niveau E2. Alors, en travaillant avec deux niveaux, eh bien, ça va être impossible, hein. On part de cet état-là et on veut inverser la population. Cependant, à chaque fois qu'on va essayer d'envoyer un photon pour faire passer de E1 à E2, eh bien, on va avoir toujours pareil, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, tous les phénomènes, c'est-à-dire émission stimulée, absorption et émission spontanée. Donc, eh bien, la seule possibilité qu'on ait avec deux niveaux, bah, c'est d'obtenir à peu près à une répartition 50-50 entre les états excités et les états non excités. Donc évidemment, ça ne suffit pas du tout à faire de la lumière laser et on va donc travailler avec un troisième niveau. Alors sur cette petite animation, donc on va voir ici le système de pompage donc qui va servir à faire passer du niveau E1 au niveau E3 et ici donc les photons qu'on ne va pas voir qui sont émis par là qui vont fabriquer la lumière laser. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette animation? Eh bien, on voit que pour que ça fonctionne, il faut que la durée de vie des états excités au niveau E3 soit assez court, hein, de l'ordre de 10-8 secondes. Et par contre, la durée de vie du niveau E2, elle, soit beaucoup plus grande. Alors c'est de l'ordre de 10-3 secondes pour que on ait toujours une population ici d'états excités dans le niveau E2 soit très supérieure au niveau E1. Et donc on ait toujours une émission stimulée qui soit prépondérante. Voilà. Alors parfois on appelle le niveau E2 un état métastable. Alors, ensuite, l'autre souci, bah, c'est que les photons qui sont émis, donc les premiers évidemment sont émis de façon spontanée et ils déclenchent ensuite des émissions stimulées, mais ils peuvent être émis dans toutes les directions. Donc pour éviter ça, bah, on va placer le milieu amplificateur dans une cavité avec des miroirs réfléchissants. Donc là, on a les différentes particules qui sont dans un état excité ou pas, et on met deux miroirs, donc un miroir réfléchissant totalement d'un côté, semi-réfléchissant de l'autre. Alors semi, ça ne veut pas dire 50%, hein, c'est plutôt de l'ordre de 98%, c'est-à-dire qu'il réfléchit 98%, il ne laisse passer que 2%. Le 2% qu'il laisse passer, c'est le laser à la sortie. Donc, ici, bah, les photons qui vont être émis premièrement de façon spontanée de ce côté, dans ce sens-là, par exemple, vont être stoppés par les parois, et seuls les photons qui vont être émis perpendiculairement au miroir vont pouvoir faire des allers-retours, et à chaque fois qu'ils vont interagir avec une particule dans un état excité, bah, faire de l'émission stimulée et de produire un deuxième photon. Ces deux photons, pareil, vont continuer à se réfléchir, puisque l'émission stimulée donne des photons qui sont émis dans la même direction, donc une fois qu'ils sont dans la même direction, ils vont continuer et donc c'est pour ça que le milieu va être un milieu amplificateur à l'intérieur de cette cavité. Donc voilà pour le fonctionnement du laser. Donc maintenant, on va voir quelles sont les propriétés du laser qui découlent de ce principe de fonctionnement.
Alors la première, évidemment, par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, c'est la directivité du faisceau, hein, puisque tous les faisceaux émis, tous les photons pardon, émis sont forcément perpendiculaires aux cavités, au miroir, eh bien ils vont sortir tous dans la même direction, hein, puisque par émission stimulée aussi, tous les photons émis sont dans la même direction que celui qui a induit l'émission. Deuxième propriété, ça va être la monochromaticité du faisceau. Alors monochromatique, hein, on l'a déjà vu sur les ondes en début d'année, ça veut dire qu'il y a une seule couleur qui est émise. Alors c'est bien marqué hein, sur la petite image, elle ne l'est jamais parfaitement, il y a toujours une petite épaisseur qu'on voit ici, delta lambda, mais elle est souvent considérée comme monochromatique par rapport aux autres sources de lumière. Alors d'où vient cette monochromaticité? Ben, évidemment, de l'émission stimulée, puisque les photons émis par émission stimulée sont exactement les mêmes que ceux qui ont été émis de façon spontanée, et qui correspondent évidemment aux différences d'énergie entre E2 moins E1, donc ça dépend aussi du milieu. En fonction du milieu, on va avoir des lasers de couleurs différentes. Alors on n'en parlera pas, mais la cavité joue aussi un rôle sur cette monochromaticité. Troisième et dernière propriété qui va nous intéresser, ce qu'on appelle la cohérence spatiale et temporelle du faisceau. Alors que veut dire cohérence spatiale? Ben, on l'a déjà vu, le faisceau est très directif, il est émis dans une direction, et en plus, sa divergence, donc qu'on a représenté ici, qu'on appellerait θ, c'est-à-dire l'écartement en fait, du faisceau au fur et à mesure qu'on avance, va rester très petite. Hein, vous voyez, quelques milliradians, c'est vraiment très très petit. Donc ça va donner la cohérence spatiale puisque le faisceau va être concentré sur une toute petite surface et donc avoir une très grande intensité lumineuse. La cohérence temporelle, elle est due au fait de l'émission stimulée, encore une fois, puisque les deux photons émis sont identiques et surtout ils sont en phase. Vous voyez que les ondes correspondant aux photons émis par émission stimulée sont toujours en phase. Et comme dans l'intérieur de la cavité, on va s'arranger pour qu'ils y soient tous, ils vont avoir un très grand monophasage. Voilà. Donc c'est tout pour les propriétés et cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.